J'ai pas préparé énormément en fait parce que j'ai des petits problèmes. J'ai juste fait hier soir. Il y avait les journées portes ouvertes. C'était quand? C'était dimanche. Voilà. Et les journées portes ouvertes, c'est bien d'aller visiter des trucs bien. Donc je pensais aller visiter des trucs bien et en fait j'ai visité les urgences. Donc c'est un peu banal, c'est idiot, c'est ballot. Ouais, bon. Donc en fait je n'ai pas pu travailler non plus. Enfin, bon, mais c'est pas grave, c'est bien les urgences, mais il n'y a pas trop de monde. Donc, qu'est-ce que c'est enfin, pourquoi le théâtre? C'est parce qu'en fait, je travaille sur le théâtre depuis pas mal d'années, depuis très longtemps, d'une part avec les enfants au départ avec qui j'ai travaillé, aussi avec des adultes en psychiatrie, et donc maintenant avec des personnes âgées en EHPAD. Voilà. Donc si je travaille sur le théâtre, c'est aussi parce que j'ai une formation un peu de comédien qui me permet de travailler là-dessus. Puis que ça m'intéresse quand même un petit peu. Et puis j'ai trouvé que le théâtre c'était quelque chose, enfin je trouve que ça colle assez bien avec la psychomotricité finalement, puisque bah, y a du corps, il y a de la parole, il y a de l'émotion, il y a de tout là-dedans en fait. Donc je trouve que ça colle tout à fait bien. Parce que en fait aussi la psychomotricité c'est quand même essentiellement du jeu, c'est-à-dire qu'on nous a appris pendant 3 ans à jouer, autant en profiter finalement, ballon, tout. Donc là, ben, profitons de jouer. Et comme le théâtre, c'est du jeu, ben, ça tombe très bien. Continuons à jouer. Et le jeu, c'est... Alors, pourquoi le théâtre aussi, ça, je pensais que ça peut fonctionner avec les personnes âgées. Non pas parce qu'elles étaient très amatrices de théâtre, pas forcément, mais ça leur rappelle souvent comme des choses, soit qu'elles ont pu voir, entendre, ou qu'elles n'ont pas pu voir et entendre. C'est-à-dire que souvent, elles ont entendu parler du théâtre, mais quand c'était à la campagne, ils n'ont pas forcément eu accès. Mais pour les plus anciens, sachez quand même qu'à la campagne, on avait un peu la télévision et il y avait au théâtre ce soir. Donc souvent, les vieilles personnes me parlent au théâtre ce soir. Et moi, quand j'étais gamin, je me souviens que ça m'intéressait beaucoup aussi. Donc je me dis que c'est des gens qui ont vu aussi, enfin qui ont pu voir à la télévision du théâtre en fait. Jamais eu l'idée d'en faire, bien sûr, parce que ça se fait pas comme ça, au fond, comme si c'était réservé à certains. Donc là, le fait de leur proposer le théâtre, ça les laisse un peu sceptiques au départ en disant « Oui, non, mais moi je peux pas. Moi, c'est pas possible. Enfin, vous avez vu mon âge, j'en ai jamais fait. » Quand je leur dis « Oui, mais on va aller jouer. C'est juste pour s'amuser. » Oui, mais enfin, on n'est plus des enfants. Au bout d'un certain temps, enfin, on n'est plus des enfants, mais il faut voir quand même un peu, hein, parce que c'est vrai que je le fais aussi sous une... Ben, les propositions sont toujours ludiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire du Shakespeare, on va en parler peut-être, mais non, on va faire plus simple hein, quand même, c'est vrai, c'est plus facile. Donc je leur dis qu'on va être là pour s'amuser, pour jouer effectivement. Et je compte vraiment sur la chose qui me paraît importante quand on est en relation comme ça avec ces personnes, quand ça accroche, comme on dit, avec ces personnes, c'est qu'il reste toujours au fond d'eux-mêmes un petit peu ce petit enfant qui aime jouer quand même, comme au fond de nous-mêmes. Je crois que faut pas oublier ça, c'est-à-dire que jouer, c'est quand même renouer avec l'enfance, et comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que leur mémoire aussi est quand même tournée aussi vers l'enfance, enfin, quand vous parlez un peu avec des personnes âgées, ils vont beaucoup vous parler de maman, ils vont beaucoup vous parler de leur relation frères et sœurs et leurs parents. Hein. Parfois un peu du mari ou de la femme, mais c'est pas très important en fait, c'est accessoire finalement. Mais là, non, les parents c'est important, les frères et sœurs c'est important. Donc le fait de parler du jeu, de rappeler des choses comme ça va leur rappeler des choses avec lesquelles ils ont été en lien. Et d'autre part, je pense aussi que le jeu théâtral, et le jeu tout court même, c'est quand même un superbe moyen de communication. C'est-à-dire que, comme le dit Winnicott, c'est seulement en jouant, que la communication est possible. C'est à travers cette... Vous avez remarqué c'est ça? Oui, ben oui, c'est comme s'il prenait un joint un peu aussi quand il joue, c'est vrai. Donc c'est vrai que le fait de jouer, c'est quand même se mettre en relation à l'autre. C'est aussi dans le jeu théâtral, par rapport au fait de prendre une certaine distance quand on joue, c'est aussi de jouer avec son moi, avec soi-même, hein, de prendre une certaine distance. Et je pense aux émotions quand...
là je vais parler un peu des émotions, effectivement. L'émotion, c'est quoi? C'est quelque chose que souvent elles ne peuvent plus ou elles ne se permettent pas d'avoir des émotions. Ou alors c'est vraiment dramatique quelquefois, mais sinon elles n'osent pas toujours avoir des émotions parce qu'on leur a appris aussi dans leur vie qu'on ne doit pas montrer les malheurs qu'on a en quelque sorte, mais les bonheurs non plus. Et là, le fait de jouer, ça déclenche quelque chose qui est, je peux montrer une émotion parce qu'au fond, c'est pas la mienne, c'est moi quand je joue, mais c'est pas moi, c'est celui qui joue. Hein. Donc, prendre une distance comme ça qui va leur permettre en quelque sorte de libérer quelque part des émotions qu'elles n'auraient pas pu libérer autrement. Hein. Donc, pour ça aussi, c'est intéressant le jeu puisque on se permet d'être quelqu'un d'autre. Alors, c'est vrai qu'on n'en est pas à jouer des personnages très compliqués, parce que pour elle, enfin, là j'ai commencé une séance la semaine dernière avec des nouvelles personnes et des anciennes, et donc je leur propose toujours un travail corporel, un échauffement, pour stimuler un peu le corps. Un petit peu de voix aussi, c'est-à-dire on s'appelle fort, enfin des choses très très simples. Et à un moment, en fin de parcours, là, ça dure 1h30 le groupe, je leur ai demandé de se présenter, enfin dire ce que vous voulez, sur qui vous êtes, si vous avez envie de dire depuis combien de temps vous êtes là, ou vous habitiez avant, ce que vous voulez. Donc elles le font de manière très à l'école en fait. Je m'appelle Madame Machin, je suis ici depuis... je ne me rappelle plus, vous vous rappelez, hein, parce qu'il y a ça aussi. Et donc du coup, je profite de ça pour leur dire, alors, on recommence, je dis, maintenant vous allez faire la même chose, mais là, vous allez nous le faire parce que vous voulez nous faire marrer, par exemple. Ou parce que, si je vois qu'il y en a une qui ne se souvient pas, là il y en avait une qui, en fait, a un trouble de la mémoire assez important, je lui dis, vous allez vous présenter, mais en fait, vous savez vraiment plus qui vous êtes. Donc vous allez inventer n'importe quoi. Et du coup, le fait de se décaler par rapport à la vérité, en fait, c'est que c'est pas très bien, mais le fait de se décaler, c'est qu'elle va jouer avec ça. Et qu'elle va du coup pouvoir effectivement non seulement dire un certain nombre de choses qui sont d'elle, d'une certaine manière, mais aussi retrouver des choses. Hein. C'est-à-dire que ce décalage permet tout d'un coup de ne pas être dans l'angoisse, de ne pas trouver, mais dans la capacité de se dire, je peux dire n'importe quoi, je suis sur scène, on m'a dit ça, donc je suis tranquille. Vous voyez? Donc je joue un peu aussi avec ça, c'est-à-dire de les mettre en situation, de leur donner une certaine liberté. Comment se déroulent les séances? Les séances se déroulent de la façon suivante. Donc là, quand on a un groupe, enfin pour cette année, c'est pas tous les ans pareil, mais cette année, l'an dernier, et puis il y a 2 ans, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même donner un cadre. Hein. Alors, je tiens au fait qu'il y ait les gens qui jouent et les gens qui sont des spectateurs. Il y a un endroit qui est la scène, il y a un endroit qui est la salle. Alors, comme je n'ai pas des moyens pour avoir une salle de théâtre et autres, je bricole mon petit truc dans la salle. Alors, j'ai des petits trucs bleus là en caoutchouc qui me servent en psychomotricité. Donc ça délimite la scène et de l'autre côté la salle. À gauche, il y a un léger petit couloir pour sortir, donc ça c'est les coulisses à gauche, on va dire, hein. Jardin. Bon. Et de l'autre côté, il y a un poteau qui nous embête beaucoup, avec le mur un peu plus loin, donc entre le poteau et le mur, je mets un grand tapis. Ça nous fait la deuxième coulisse. Et donc du coup, je leur apprends à travailler, rentrer, sortie d'un côté, sortie de l'autre, et progressivement de les amener à ce qu'ils se sentent sur scène. En fait, c'est ça qui me paraît important. Et du coup, quand ils sont mis dans un cadre aussi où ils se sentent bien dans un lieu et qu'ils reconnaissent ce lieu, au fond, même des gens qui sont, parce que j'ai quelques personnes démentes, quelques personnes très dépressives, très vite, en fait, ils jouent aussi le jeu d'un côté, il y a la scène, d'un côté, il y a le public. Et ils acceptent au fond les règles. Quelquefois on me dit mais ça va être difficile parce qu'ils ne vont pas s'y retrouver. Si, ils se retrouvent très très bien en fait. Hein. Parce que déjà il y a des chaises d'un côté, il n'y en a pas de l'autre. Donc déjà on sait qu'on s'asseoir du côté où il y a les spectateurs, pas du côté où il n'y a rien. Pardon. Et en fait, très vite ils acceptent ce cadre-là. Et à partir de là, donc on peut travailler. Alors on va travailler sur quoi? On va travailler, je disais, donc par un échauffement au départ. Puis je vais leur proposer des exercices. Alors il y a plein d'exercices qu'on peut faire, donc il ne faut pas que ce soit très compliqué au départ. Pour certains, il faut que ce soit accompagné presque, parce que sinon ils ne vont pas y arriver tout seuls. Donc ça veut dire que
de temps en temps, les élèves, parce que j'ai des élèves qui viennent, ou moi, on va jouer un petit peu en assistant acteur, ce qu'on appellerait co-acteur en fait, pour les accompagner dans la démarche qu'ils vont avoir sur scène et dont ils ne sont pas très sûrs. Mais très vite, ils se détachent de ça, c'est-à-dire qu'ils comprennent très bien à un moment qu'ils peuvent aussi le faire. Mais on se laisse cette liberté d'agir avec une autre personne sur scène qu'eux-mêmes, pour les aider, pour les accompagner. Ça va, alors parfois c'est tout à fait nécessaire, par exemple j'ai une dame qui ne vous voit plus, qui a une DLMA, voilà, c'est ça, voilà, et je m'en mêle un peu, mais elle ne peut pas lire de texte. Par contre, alors forcément, elle me dit, je ne vois rien, je ne peux pas. Je dis, mais qu'à cela ne tienne, quelqu'un vient derrière, lui lit les phrases du texte, des courtes phrases, sur une manière très neutre, et à ce moment-là, elle reprend à son compte ce qui vient d'être dit. Je peux vous dire qu'elle nous fait des choses assez extraordinaires. Parce qu'en plus, cette femme, elle a la chance, peut-être elle ne voit pas, mais alors par contre, elle a une voix. Je pense à vous, je pense que dans le chant, elle serait bien. Mais moi, je la garde au théâtre pour l'instant. Mais elle a une voix vraiment, enfin, qui porte, qui a quelque chose de... Il y a énormément, justement, de possibilités avec cette voix, entre autres d'une émotion comme ça qui passe, qui n'est pas démonstrative, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas le cabot, mais qui, par contre, passe énormément de choses. Et d'ailleurs, au début, ça a énormément, par exemple, marqué les autres personnes qui la voyaient comme une pauvre femme qui ne voit pas, qui se plaint tout le temps, qui est dépressive, qui dit « mais qu'est-ce que je fais là ?» Et dès qu'elle est dans le groupe, terminé. C'est-à-dire qu'elle n'est plus du tout dans la plainte, mais au contraire, elle accepte de jouer, mais elle accepte aussi en tant que spectatrice d'entendre les autres jouer, voire de faire des réflexions. Enfin, elle aurait pu... Elle n'a rien vu, soi-disant, ni rien entendu, presque, mais quand même, elle fait de nombreuses réflexions pour bien montrer qu'elle est très présente. Et du coup, elle s'intègre très facilement dans un groupe. On m'a dit au départ, mais ce n'est pas possible avec elle parce que elle va vous foutre votre groupe en l'air toute la journée. Elle dit, je ne peux rien faire, je ne vois rien. Enfin, bon, c'est une catastrophe. Alors que dans le groupe, absolument pas. Elle n'est absolument pas comme ça. Et du coup, ce qui se passe aussi, c'est que, évidemment, quand il y en a qui sont sur scène, ça s'est institué tout seul, et ça s'institue tout seul avec les participants, les autres participants, c'est qu'ils sont extrêmement solidaires rapidement. C'est-à-dire que là, par exemple, le groupe a commencé, et dès vendredi dernier, il y a eu cette, je dirais, cette relation entre spectateur et celui qui joue, qui est d'encourager celui qui joue. C'est-à-dire que, par exemple, spontanément, ils ont applaudi à chaque fois que les personnes passaient. C'est-à-dire qu'ils se soutiennent, mais ils soutiennent aussi, au fond, celui qui est en face. Je pense qu'il y a une ambiance comme ça qui se crée et qui fait que tout d'un coup, il y a une solidarité entre celui qui doit être passé sur scène et puis les autres qui sont en face et qui se disent, oui, il faut l'aider quand même, celui-là. Parce qu'on voit bien que quelquefois c'est un peu difficile. Là aussi, quand on monte sur scène, les premières fois, ou en tout cas quand on va sur scène là, on sent bien qu'ils ont une émotion. C'est-à-dire qu'ils se présentent tout seuls devant 5, 6, 7 personnes. C'est compliqué. Et puis le spectateur, il est là. Il n'est pas au fond de la salle, dans le noir. Hein. Donc, comment poser le regard? Donc on apprend aussi. Comment on va poser un regard? Est-ce qu'on regarde les gens? Est-ce qu'on regarde au fond comme ça? Mais on les sent bien, mais bon, on regarde au fond. Alors après, ils ont le choix. Est-ce qu'on doit regarder les gens? Est-ce qu'on ne va pas regarder? Il n'y a pas de règle. Par contre, par exemple, la dernière fois, il y avait une personne qui hésitait entre le regard des gens qui étaient là et le regard au fond. Alors on a recommencé. Je dis, ben, vous pouvez jouer avec le regard des gens. C'est-à-dire, dans ce que vous allez raconter, vous le racontez à chacun d'entre eux une partie de ce que vous êtes en train de dire. Et du coup, ça a fonctionné. C'est-à-dire que les gens se sont sentis concernés par ce qu'elle racontait, mais elle, du coup, elle a pu jouer en étant soutenue par le regard des gens. C'est-à-dire que si elle avait regardé au fond, je pense que ce serait un peu perdu. Elle n'aurait pas su ce qu'il fallait dire. Là, du coup, elle trouvait de dire à chacun quelque chose. Donc c'est une autre manière aussi donc on fait des petits entraînements comme ça qui permettent à ce moment-là de les dégager d'une émotion qu'ils ne contrôleraient pas en quelque sorte, mais d'en ramener d'autres. Et de créer aussi, alors quand on parle du théâtre et des émotions, c'est qu'aussi il crée de l'émotion chez le spectateur. Celui-là aussi, il est pris dans le jeu. Il est ému aussi par ce qui se passe chez l'autre. Et donc
moi je trouve que c'est plutôt intéressant dans le sens où il y a un échange et que c'est pas celui qui passe, bon il passe, puis après nous on voit, non, non, chacun est complètement concerné par ce que fait l'autre. Bon, j'ai pas lu un feu, donc je sais pas du tout, j'en suis. Hein, donc, on procède évidemment à un apprentissage, hein, donc il va passer par le gestuel, la voix, le regard beaucoup, parce que je pense que c'est aussi important, parce que le spectateur est là et que c'est important, par la position corporelle, c'est-à-dire on joue pour l'autre, donc évidemment c'est assez classique, la première fois qu'il y a des gens qui viennent sur scène, même les élèves, elles se tournent, elles regardent, c'est bien derrière, nous on préfère vous voir, mais c'est tout à fait normal, hein, c'est-à-dire qu'on se protège, hein, donc on ne regarde pas là, on regarde de l'autre côté, c'est plus facile. Donc apprendre à regarder vers le spectateur, donc apprendre ce que vous disiez, les entrées, les sorties, en fait faire quelque chose de finalement très réglé. Plus les choses au fond sont réglées, plus ça nous laisse la liberté d'agir. Dans un cadre qui est clair, au fond l'action est possible. Hein. Alors j'utilise pour ça, pour les regards, pour la gestualité, un peu un travail de clown que j'ai pu faire, c'est-à-dire où le clown par exemple est un travail extrêmement rigoureux. C'est-à-dire qu'on voit le clown, on se dit il fait n'importe quoi. Pas du tout. Il joue dans un cadre extrêmement précis et à partir de ça, il se donne la liberté. Donc j'essaie aussi de leur donner aussi ce cadre, un cadre comme ça assez strict et en même temps qui va leur permettre une grande liberté. Et qui savent au fur et à mesure très bien s'en servir en fait. Hein. C'est pas... ils sont vraiment accessibles à plein de choses. Et quand je vous parle de ces gens, c'est que là j'ai des gens qui sont à Alzheimer pour certains, hein, début d'Alzheimer, des gens qui ont des dépressions extrêmement graves, des gens qui ont eu des troubles psychiatriques, donc qui sont plus jeunes mais qui sont en maison de retraite là justement. Il y a aussi une dame qui a une maladie à corps de Lévy, donc des gens extrêmement différents, hein, où on se dit mais comment ça peut fonctionner? En fait ça peut fonctionner. Je crois vraiment que le mélange en quelque sorte pour moi n'est pas, en tous les cas, ne me semble pas un obstacle. Je pense plutôt que c'est riche. Pour vous donner un exemple, cette dame qui se plaignait tout le temps, il se trouvait qu'à un moment donné, enfin, quand elle est venue, elle était aussi à la table de certaines personnes qui ne la supportaient pas. Quand ils ont su qu'elle venait, je dis, ah non, 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 monsieur Bondelli, vous êtes gentil, mais on l'a déjà à table. Alors c'est bon. Je lui ai dit, oui, ben justement, on va voir, ça va peut-être changer. Et ces deux personnes qui l'avaient à table ont trouvé ça tout à fait génial, de s'apercevoir d'abord qu'elle n'est pas toujours dans la plainte, puisque dans le groupe elle n'y est pas, de s'apercevoir que c'est pas cette vieille emmerdeuse qui est là, non, non, c'est une autre personne qui est là. C'est pas celle qu'on a cataloguée à table et qui est dans une certaine position maintenant, enfin, qui allait se mettre dans une certaine position, c'est pas celle-là. Du coup, on en arrive à des échanges entre ces deux dames et le groupe aussi, où, au lieu de lui répondre d'une manière un peu désagréable au départ, maintenant on dit non mais vous inquiétez pas, venez au théâtre, vous allez voir. Du coup, il y a une espèce de reconnaissance aussi des émotions qu'elle exprime, cette femme, habituellement, qui ne sont pas très agréables à entendre en permanence, mais du coup, il y a une reconnaissance de ces émotions. Dans cette reconnaissance de cette émotion que peuvent avoir les autres de la part de cette femme qui dit ces choses-là, du coup, ça l'apaise. C'est-à-dire qu'elle est reconnue dans ce qu'elle dit, donc elle n'a plus besoin de le répéter en permanence. Et il y a eu tout un jeu comme ça, bon, ça s'est trouvé par hasard, hein, je n'ai pas fait exprès de l'apprendre parce qu'elle était... mais ça s'est trouvé comme ça, et du coup, je me suis dit, effectivement, ça va être intéressant de voir comment, en fait, l'émulation du groupe à table va changer, et ça a complètement changé, en fait. Elle est beaucoup moins plaignante, parce que les autres la supportent peut-être plus, mais surtout, lui répondent ce qu'il faut lui répondre. C'est-à-dire, vous inquiétez pas, on est là... ça va bien se passer. Et avant, c'était ah bon, ça va, on a compris. Bon, évidemment, c'était beaucoup moins agréable. Mais on est vraiment passé de l'un à l'autre. C'est assez marrant. Alors, évidemment, il y a aussi, pour l'apprentissage de ce qu'ils font là, je leur apprends aussi le temps. C'est-à-dire, ils auraient tendance, quand ils vont sur scène, à dire bonjour, coucou, hop, je pars. Hein, le plus vite possible. Donc, on apprend le temps. Donc, ça aussi, c'est intéressant parce qu'ils se réapproprient quelque chose de leur propre présence face aux autres et de leur propre présence à eux-mêmes. Et ça paraît un peu, peut-être un peu comme ça, artificiel, parce que on dit c'est le théâtre, mais je pense que c'est très important dans leur vie aussi sociale, de se reconnaître en tant que je peux être présent quelque part et je vais prendre le temps d'être quelque part, à
avec quelqu'un ou à un endroit, et réutiliser ça au fond à un autre moment, à un autre lieu que le théâtre, juste l'espace de ce temps-là. Et on voit bien que, enfin les soignants me disent, on voit bien que les gens changent. C'est-à-dire qu'on ne les rencontre plus tout à fait de la même manière. D'abord, ils sont renarcissisés, disant « Oui, mais moi je fais du théâtre, monsieur Bandini. » Quand même, c'est quand même pas rien. Donc ça les renarcissise, évidemment. Hein, c'est comme ceux qui font des chants qui disent « Oui, mais là je peux pas, j'ai la chorale, vous comprenez alors, j'ai la chorale, c'est pas rien la chorale. » Et c'est très important. C'est pour ça que là, on est à un stade autre dans le domaine, je dirais, de la reconnaissance. On est un peu au sommet de la pyramide, c'est-à-dire tout d'un coup, à nouveau, je suis présent à moi-même, je suis présent aux autres. Donc je me reconnais en tant qu'individu reconnu socialement, hein, dans ce groupe, au fond, d'une maison de retraite, c'est un groupe social. Donc socialement, je suis reconnu, j'ai ma place, et je peux la tenir, ma place. Hein, donc il y a une renarcissisation comme ça très importante, je trouve, des personnes, et que ce soit dans la chorale, je pense à ça, mais aussi dans le théâtre, ça ne joue pas seulement dans le lieu même, mais ça joue à l'extérieur de ce lieu. Parce que d'abord ils en parlent ensemble, je ne sais pas s'ils font ça, mais souvent ils parlent de leurs activités ensemble. Ah ben moi je suis allé, tu sais, tout ça, oui, c'est vachement bien, tout ça. Et donc du coup, c'est socialement, c'est vachement important en fait. Hein. Et puis le fait de faire une activité comme ça, c'est aussi remettre évidemment les gens justement dans une autre position que celle dans laquelle ils sont arrivés. C'est-à-dire c'est le vieux qui est arrivé dans la maison de retraite parce qu'il ne pouvait plus être chez lui, il n'était plus bon à rien. Or là, faux. Il est bon à quelque chose. Il peut à nouveau explorer les choses autrement, le temps autrement, l'espace autrement, la relation autrement. Il renoue avec une capacité à nouer des relations avec les autres. Alors, c'est vrai que donc je disais, l'essentiel, quand nous travaillons au théâtre, je le fais toujours dans quelque chose de l'ordre de l'humour. C'est pas triste. Hein. Et en fait, j'ai pas besoin de faire de l'humour parce qu'ils s'y mettent assez facilement quand même. Hein. Contrairement à ce qu'on pense, ils ont énormément d'humour. Hein. Beaucoup de recul comme ça par rapport à ce qu'ils présentent habituellement. Et une des dames l'autre jour, on s'est tous marrés parce que c'est cette dame qui est un peu dépressive mais qui est vraiment très chic. Hein. On ne parle pas n'importe quel langage quand même. Hein. Et alors l'autre jour, on fait un truc, et puis elle se trompe, je sais pas quoi, elle dit « Eh merde !» Et alors là, évidemment, tout le monde a éclaté de rire, parce que c'est pas du tout son langage. Et on lui a dit « Alors, vous avez entendu ce qu'elle dit ?»« Oui, ben ça fait du bien. » On est d'accord. Voilà, ce genre de choses qui... Moi, je trouve que c'est intéressant, quoi, parce qu'elle, tout d'un coup, elle se lâche, elle lâche. Jamais, je pense, on disait interdiction de dire des choses, ça, donc ça, c'était des gros mots, les gros mots, on ne dit pas de gros mots, et là, tout d'un coup, elle nous lâche un merde sensationnel, à bon escient, bien sûr, et bon, je suis très content d'elle, finalement. Donc, je pense que c'est un truc qu'on va peut-être réutiliser un moment sur scène, qu'elle nous dise, comme ça, quelques gros mots. Oui, je réutilise en plus les choses, c'est pas bien de faire ça, hein, de profiter comme ça des gens. Donc, voilà. Alors, 3 minutes, c'est bien. Sinon, il y avait... en conclusion, je dirais aussi que, bon, à mon avis, j'encourage les gens à faire des groupes. C'est vrai qu'il faut mieux être un peu connaître le théâtre, mais on peut aussi, comme vous avez un musicothérapeute, avoir quelqu'un qui connaît le théâtre, qui vient, un metteur en scène ou une comédienne. J'ai travaillé il y a 3 ans avec une amie qui était metteur en scène comédienne, et c'est vrai qu'on a pu travailler un peu plus, puisqu'on faisait 2 à 3 fois par semaine le groupe, je sais plus, et là on a pu monter carrément une pièce de théâtre avec des gens très, très différents aussi, avec on va la tuer, non on va pas la tuer tout de suite, et, après le cocktail. Et donc on a monté une pièce effectivement qu'on a jouée à la maison de retraite, où là il faut du temps, et là on était parti, donc on avait pris un thème, c'était racontez-nous, chacun devait raconter un épisode de sa vie, plutôt quand il était jeune, qui l'avait marqué en fait. Alors ça pouvait être gay, pas gay, peu importe. Donc on avait plein d'exemples assez marrants, genre, enfin il y en avait un, c'était
il était le plus petit de la famille et il enquiquinait vraiment royalement son frère, donc il y avait des trucs là-dessus. Un autre s'était frappé quand il était petit par l'arrivée d'un SS dans la boulangerie où il allait chercher son pain et menaçant la boulangère, donc ça quelque chose qui l'avait marqué. D'autres c'était la première chute de ski, enfin bon, des choses très différentes. Et donc on avait pris les textes, cet ami metteur en scène avait repris les textes en écriture pour pouvoir leur faire dire. Alors ils n'avaient pas forcément appris leurs textes, on avait répété avec eux pour qu'ils aient l'idée de l'histoire. Ce n'était pas du mot à mot en fait. Et nous, en particulier donc les quelques personnes qui étaient là, il y avait la directrice, son adjointe, moi et puis je ne sais plus qui, non, tous les trois, on jouait comme co-acteurs là aussi. Par exemple, j'ai joué un moment avec un monsieur qui avait une maladie de Parkinson. Quand il a commencé, il pouvait parler. Quand on est arrivé, il ne parlait plus. Par contre, il est tenu à venir sur scène et à jouer avec nous. Donc moi, en fait, par exemple, je jouais avec lui. Donc lui était en fauteuil roulant, moi j'étais à côté. Et quand on a joué, par exemple, le coup du frère, donc moi j'étais le frère et je dialoguais avec lui. C'est-à-dire que je faisais comme s'il me disait des choses que je reprenais, en fait. Et donc lui, évidemment, était pété de rire parce qu'il jouait quand même le fait que, oui, je t'ai quand même bien emmerdé, quoi. Donc ça, il le jouait. Mais par contre, il ne pouvait pas parler. Donc on jouait comme ça en co-acteur quand c'était nécessaire. Voilà. Sinon j'aurais pu vous parler, parce que c'est la journée des Alzheimer aujourd'hui, n'est-ce pas? J'aurais pu vous dire aussi quel était l'intérêt, mais ça j'ai un texte là-dessus, sur comment l'Alzheimer, je travaille avec lui un peu en m'inspirant du théâtre ou de l'idée de ce que peut être le personnage, en me disant, pour succinctement, que peut-être quand ils nous interpellent, ils ne savent pas très bien qui on est, on ne sait pas dans quelle époque ils sont, mais en tous les cas, si on joue le jeu, vous en parlez tout à l'heure avec eux, ça veut dire qu'à un moment donné, peut-être, ils vont nous intégrer dans leur théâtre interne, et qu'à partir de ce moment-là, on va pouvoir établir une communication avec eux. Et juste pour terminer, une toute petite histoire par rapport à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la musique. À un moment, j'étais dans un groupe, donc là je travaillais ici avec une amie qui était metteur en scène, et on avait une dame qu'on nous avait amenée un peu, sans nous demander notre avis, là, je dois dire, qui était en fauteuil roulant et qui ronchonnait. Enfin, on ne comprenait pas ce qu'elle disait, mais elle disait toujours, enfin, elle avait une espèce de truc musical, enfin sous-peuplé musical, qu'elle répétait en permanence. Et à un moment, cette amie qui a l'habitude du théâtre, de l'improvisation et tout, s'approche d'elle de son fauteuil, se met à genoux devant elle. Alors les autres, ça a énervé un peu les autres du groupe, et donc elle se met devant elle, et puis elle dit aux autres, ben, vous savez, cette dame, hein, madame, ben, moi je pense que c'est comme si vous chantiez une chanson. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La dame se met à chanter. Et alors, il n'y a jamais de coïncidence, forcément, je n'y crois pas, et elle se met à chanter dans une langue que, en tout cas, moi je ne connaissais pas, les autres non plus. Et je vois la copine très très émue, elle était vraiment dans l'émotion, et qui commence à chanter avec cette dame. Parce qu'en fait, cette dame chantait en yiddish, et la copine, elle parlait yiddish. Et elle chante, et puis elle nous dit, je suis très touchée par ce que vous chantez, madame, parce que c'était ce que me chantait ma grand-mère comme berceuse. Et à ce moment-là, le hasard, comme par hasard, il y a la fille de cette dame qui rentre, parce qu'elle l'emmenait pour un rendez-vous, qui entend sa mère chanter, alors qu'elle ne parlait plus, cette femme. Et qui, évidemment, dit, ben non, mais vous ne pouvez pas comprendre, parce que... Et la copine dit, si, je peux comprendre avec vous, je pense que vous la chantez comme berceuse, moi aussi, ma maman, ma grand-mère aussi. Donc, ça peut fonctionner.